un ancien conseiller de Vladimir Poutine et un conseiller proche. Il s'agit de l'homme qui écrivait ses discours il n'y a pas si longtemps. Tout à l'heure, on évoquait le moment où vous étiez à l'ambassade de France en Russie, Gilles Montré. Lui, il écrivait les discours de Vladimir Poutine quand le Poutine d'aujourd'hui était déjà clairement affirmé. Et il dit quelque chose de très intéressant, en s'appuyant notamment sur les premiers événements enregistrés à Belgorod. Il dit on a peut-être là les signes d'un futur effondrement, ça rejoint ce que vous disiez Isabelle, d'un futur effondrement du pouvoir. Il le dit prudemment, mais il le dit quand même, ça fait désormais partie des hypothèses probables que non seulement les élites russes puissent prendre leur distance, mais que la population russe, à travers des régions qui prendraient une forme d'autonomie, parce qu'elles seraient bousculées, peut-être conquises par des groupes russes venus de l'étranger, commence à détricoter la Russie. Voyons exactement ce qu'il dit dans cette interview à nos confrères de l'Express. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qui est cet homme et que dit-il donc? Eh bien il s'agit d'Abbas Galiamov. C'est un politique russe, mais surtout un homme politique ancien, très proche de Vladimir Poutine. C'est lui qui rédigeait ses discours entre 2008 et 2010, une période importante lorsque le président russe, alors Premier ministre, avait décidé de l'invasion de la Géorgie. Galiamov a ensuite travaillé pour plusieurs organes du régime, notamment la Commission électorale de Russie. Il connaît donc parfaitement les rouages du Kremlin. Aujourd'hui, l'ancienne plume a pris sa distance avec Vladimir Poutine. Il a même quitté la Russie il y a 4 ans pour s'installer en Israël, où il s'est opposé publiquement à la guerre en Ukraine. Mais il a bien sûr gardé de nombreux contacts qui travaillent toujours au sein de l'administration Poutine aujourd'hui. Et que dit-il? Eh bien, dans un entretien chez nos confrères de l'Express, il exprime une conviction: la guerre en Ukraine va entraîner la chute de Vladimir Poutine. Quand tout cela s'effondrera, Poutine s'effondrera lui aussi comme un château de cartes. Qu'est-ce qui pourrait, selon lui, provoquer cette chute? Comment les choses pourraient se produire? Eh bien, il évoque 2 évolutions possibles. La première, la plus plausible selon lui, ce sont les élites russes, les plus proches de Vladimir Poutine, qui prendraient leur distance. Pourquoi? Eh bien, à cause du régime de terreur mis en place par le président russe dans son cercle restreint et qui ne serait pas tenable pour très longtemps. L'atmosphère a radicalement changé, explique-t-il. Il est interdit de démissionner, il est interdit de voyager à l'étranger. Les antidépresseurs et l'alcool sont en vogue, c'est sinistre. Les échos qui lui parviennent du Kremlin mettent en avant 2 noms pour remplacer Vladimir Poutine. Le premier, Sergueï Kirienko, ancien Premier ministre russe, aujourd'hui l'un des conseillers les plus proches de Vladimir Poutine. C'est lui notamment qui a dirigé les référendums d'annexion des 4 régions annexées par la Russie en Ukraine. Il a la confiance de Vladimir Poutine, mais il a également noué des contacts réguliers avec l'Occident auparavant. Il est connu notamment pour sa vision plus libérale, même plus occidentale, pourrait-on dire, pour l'avenir de la Russie. Le deuxième nom évoqué, c'est Dmitri Patrouchev, le fils notamment de Nikolai Patrouchev, l'ancien directeur du FSB. Il est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. C'est un profil jeune, 45 ans, financier de formation. Les 2 intéressés ont toujours écarté l'idée de remplacer Vladimir Poutine. Mais pour Galiamov, le système Poutine est plus fragile qu'on ne le pense. Pour appuyer son propos, il évoque les récentes déclarations d'Evgeny Prigojine critiquant les errements de l'administration Poutine. Le système se désintègre. Prigojine sent qu'il s'effondre. Il n'y a plus besoin de respect des protocoles, de respect de la hiérarchie. Et quelle est la deuxième hypothèse qu'on évoquait dans l'esprit de Galiamov? Eh bien, elle est intéressante car elle est souvent moins évoquée et pourtant, elle fait référence directement à l'actualité. Pour lui, la révolte peut venir du peuple. La révolution russe est en train de naître sous nos yeux, explique-t-il. Alors, à quoi pense-t-il? Eh bien, aux attaques, aux incursions notamment à Belgorod. Pour lui, elles vont se répéter. Et c'est intéressant car l'interview a été réalisée un jour plus tôt l'attaque de Belgorod aujourd'hui. Il imagine un scénario précis. Les révolutionnaires prennent le contrôle d'une province éloignée. Ils s'y ancrent, créent de nouvelles institutions. 2 États apparaîtraient alors sur le territoire russe, l'un avec Poutine, l'autre sans lui. Et il ajoute, pour terminer, la population
ne mènera pas une guerre partisane contre ces révolutionnaires. Les gens ont compris que Poutine a détruit de ses propres mains ce qu'il avait autrefois construit. Peu de gens voudront le défendre. Merci Quentin. Il est en train d'évoquer ce à quoi on faisait allusion directement, c'est-à-dire imaginons que ces groupes parviennent à s'installer sur le territoire russe dans cette région de Belgorod, dans une partie de la région évidemment. Pour lui, les Russes ne leur feraient pas la guerre. Les Russes toléreraient ça et petit à petit, ça pourrait créer une sorte de virus, en réalité, au sein de cette Russie, Isabelle. Oui, c'est une des théories depuis longtemps. Hein. C'est notamment la théorie de l'ancien champion d'échecs Garry Kasparov, qui parlait de ce danger en fait, de désintégration de la Russie. Et c'est pour ça que lui disait, pour éviter ça, il va falloir préparer très très en amont une espèce de fédéralisation de la Russie, c'est-à-dire donner en fait beaucoup plus de pouvoir aux régions pour éviter qu'elles ne se rebellent complètement contre la région. Dans l'hypothèse d'un nouveau régime voilà. Ensuite. Ce qui est très intéressant, et moi ce que j'ai entendu dire justement par les opposants russes qui suivent la situation au jour le jour, c'est que Vladimir Poutine, sa méthode, c'est toujours en fait, d'être un petit peu au milieu et de maintenir un équilibre entre les différentes forces. Okay, l'armée, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Dès que la tête dépasse, il en fait monter une autre. Il a fait monter Prigojine beaucoup plus fort pour la simple raison que Prigojine était extrêmement impopulaire dans les élites russes. C'est un mafieux. Il a des méthodes de voyou, il est horrible, il a fait de la prison, il est absolument pas, il n'est pas fréquentable, achetable en fait. Oui, il n'est pas convenable pour les élites russes. Et donc Vladimir Poutine s'est cru protégé par en fait l'impopularité de Prigojine. Et ce qui apparaît apparemment depuis, en tout cas, ce que les gens qui suivent la situation, y compris sur place, disent, c'est que depuis quelques semaines et depuis quelques mois, depuis que le système a l'air de s'effriter un petit peu au cœur du Kremlin, eh bien, Prigojine a gagné en popularité. Et que même une partie des élites se dit, finalement, est-ce qu'un gars comme ça, ce serait pas mieux que Vladimir Poutine? Donc il y a un jeu comme ça, et si cette théorie est vraie, en fait, ce serait une nouvelle énorme erreur de Vladimir Poutine, qui se serait fait complètement dépasser par une créature qu'il pensait complètement pouvoir contrôler. Et ça expliquerait aussi, en fait, la liberté absolument incroyable dont bénéficie Prigojine. Oui. Alors, parce que là, ce que dit Galiamov... Critiquer Shoigu et critiquer l'armée, etc., c'est une chose, ça peut convenir à Vladimir Poutine, d'autant plus qu'ils n'ont jamais réussi à s'imposer en Ukraine. Mais critiquer le cœur du pouvoir... En général, on survit pas très très vite. On est empoisonné assez rapidement. On tombe d'une fenêtre. Et là, ce que dit Galiamov, c'est que cette attitude de Prigojine est un symptôme d'une forme de déliquescence du pouvoir. Prigojine, sans qu'il s'effondre, il n'y a plus besoin de respect des protocoles, il n'y a plus besoin de respect de la hiérarchie. Et c'est là qu'il voit, lui, un signal que le pouvoir est en train de vaciller. Mais alors, ce scénario qu'une région russe... Donc que ce à quoi on assiste à Belgorod pourrait préfigurer une Russie alternative et d'une certaine manière provoquer finalement un séisme qui aboutirait à l'effondrement du pouvoir de Poutine. Est-ce que ça vous paraît plausible ? Mais historiquement, c'est ce qui s'est passé entre 1917 et 1921 ou 22, où il y a eu les Blancs, ce qu'on appelait les Blancs, qui ont eu cette tentative. Et le Sud, d'ailleurs, qui est allé en Ukraine, qui est allé dans la région d'Odessa, puisque c'est à partir d'Odessa qu'ils ont fini par quitter, en fait. Donc, il y a eu cette tentative-là. Mais je crois qu'il y a clairement les deux options. On change la tête, ou le régime lui-même éclate. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que les Américains ne veulent absolument pas le deuxième cas. Parce qu'ils disent que ça risque d'être incontrôlable. Non, mais c'est pas eux qui vont décider. Comment ? C'est pas eux qui vont décider. Oui, mais le système s'auto... Comme ils ne voulaient pas la destruction de l'URSS. Je rappelle simplement qu'entre 17 et 21, pourquoi ça n'a pas abouti ? Parce que les Occidentaux ont décidé d'arrêter leur soutien aux Blancs. Et là, aux Russes blancs. Et donc là, le système elle-même, c'est peut-être pas eux qui décideront, mais s'ils soutiennent plus ceux qui sont là-dedans, ils vont quand même avoir du mal à se maintenir. Alors que le changement de tête
que ce soit Prigojine ou que ce soit les deux autres, est un système qui serait plus facile, d'une certaine façon, parce que ça mettrait un interlocuteur avec lequel vous pouvez discuter de la géopolitique globale. Alors que dans le deuxième cas, vous aurez beaucoup de mal à le faire. Est-ce qu'on va un peu vite en besogne, Gilles Montré, ou est-ce que Galiamov, après d'autres, nous alerte sur le fait, souligne que ce régime est moins fort qu'il n'y paraît, et que soit d'une province rebelle ou conquise par d'autres, soit de l'entourage de Poutine, ça pourrait aller plus vite qu'on ne l'imagine? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'opinion est en train de bouger énormément en Russie, dans les élites et dans la population. Alors, Galiamov lui-même, je voudrais juste faire quand même un petit bémol. D'abord, ça n'a pas été le conseiller proche de Poutine, hein, il le dit lui-même, il fait partie d'une équipe de plumes, ils étaient 10. Si ça se trouve, il n'a jamais rencontré Poutine lui-même. C'est-à-dire qu'il faisait des discours, il récupérait le manuscrit du discours pour le changer. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un, Galiamov, qui depuis 1 an et demi n'a cessé de prédire des choses toutes différentes. Alors c'était un coup d'État qui était imminent, puis c'était Poutine qui allait effectivement remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, mais enfin là on parle de Patrouchov, le fils du président du Conseil de sécurité, ou de Kirilenko. Il a parlé avant de Mitushine, il a parlé avant de Sobyanin, le maire de Moscou. Enfin bon, on a vu défiler tout le monde. Il a aussi dit que Poutine se préparait un exil en Iran. C'est pour ça qu'il allait en Iran. Enfin bon, donc on a eu beaucoup d'informations. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais parce qu'on peut penser qu'il a pas mal de contacts au Kremlin quand même. Mais ils sont très loin, très anciens. Et une fois de plus, il était dans une position qui était assez subalterne. Mais non, mais c'est intéressant. Peu importe. Avec du recul. Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que il est une voix parmi d'autres. Il n'est pas complètement isolé. Et on sent qu'il y a dans l'élite russe une forme de sidération devant l'absence de direction. C'est-à-dire que plus personne ne voit où va la Russie. Plus personne ne comprend quelle va être la sortie de cette crise, et Poutine est bien incapable d'afficher cette direction. Or, on voit bien qu'une telle situation n'est pas tenable dans la durée. On ne peut pas être président de la Russie et ne pas donner à toute une population et à toute une élite un cap clair. Et ça va être un problème majeur pour Poutine. On a l'impression que le cap, c'est on bombarde. On bombarde les villes ukrainiennes, on bombarde toujours plus fort. 3 morts aujourd'hui, on parlait de cette fillette tout à l'heure, et presque comme une vengeance. Épidermique, d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc, 2 personnes qu'il imagine en possible successeur de Poutine. Jean-Dominique, vous avez un gros doute. Je suis très dubitatif sur ces scénarios. Les scénarios de Galiamov. Je crois qu'effectivement, il prend un peu ses désirs pour des réalités, et puis il raconte un peu il imagine des choses. Et comme disait très bien Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Mais donc ça, je ne sais pas. En revanche, donc ça, j'y crois pas. En revanche, son diagnostic me semble beaucoup plus pertinent. Quand il dit que l'existence de Prigojine, les propos de Prigojine sont un symptôme de déliquescence, ça j'y crois. Ça, je crois que c'est assez bien vu. Que Prigojine existe aujourd'hui en Russie montre une chose, c'est que la Russie n'est pas un pays totalitaire. On n'est pas chez Staline, parce que chez Staline c'était inimaginable ça. C'est un pays autoritaire, c'est une dictature, mais c'est une dictature qui est en train de se fragiliser à cause de cette aventure guerrière dans laquelle elle s'est lancée inconsidérément. Donc ça, je pense que le diagnostic est juste. Alors après, ce qui va se passer, on peut se poser la question, est-ce que ça peut aller vite? Oui, ça peut aller vite. Parce que l'histoire le montre, ça. Vous avez des longues périodes, c'est pas linéaire. Et puis, en quelques jours, les choses se cristallisent et basculent. Il faut jamais oublier que, je crois qu'on l'a déjà dit sur ce plateau, que la révolution russe de février 1917, elle a commencé un dimanche, elle s'est terminée le jeudi de la semaine suivante. Elle a duré 10 jours. En 10 jours, le régime a été balayé. Le tsar n'avait plus aucune capacité de revenir. 10 jours. Donc, il faut imaginer que des choses comme ça se produisent parfois. Ça ne veut pas dire qu'on est à la veille de ça, mais ça existe. Ce n'est pas des scénarios de fiction. Toute l'histoire, et notamment l'histoire russe, nous montre des phénomènes de ce genre. Oui, vous y rajoutez un mot, Gilles. Moi, je pense qu'au contraire, l'existence de Prigojine est la preuve que c'est un régime vraiment totalitaire. C'est-à-dire que le propre des régimes totalitaires, c'est de doubler toutes les structures officielles par d'autres structures pour que justement le chef soit tout le temps
au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, on le voit bien en Iran, où il y a les gardiens de la révolution qui doublent l'armée. Enfin, c'est Hitler, aussi il vieux avait son Prigogine. non, mais il y avait les SS qui critiquaient la Wehrmacht. Je veux dire, c'était une armée dans l'armée, comme l'est le groupe Wagner. En revanche, une fois qu'on a dit ça, ce système totalitaire est effectivement dans une grande crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un système totalitaire où on voit bien qu'il engage tout un pays dans une guerre non seulement injuste, mais en plus totalement désespérée et qui ne produit pas de résultats, et à nouveau, où dont personne ne voit l'issue, alors c'est là que ça commence à se fissurer. On ne va pas avoir un débat de politologue entre totalitaire et autoritaire, mais clairement, la Russie de Poutine, c'est pas la Chine de Xi Jinping. En Chine, qui est un vrai pays totalitaire, Wagner, ça ne peut pas exister. Point. Ouais, mais Wagner, c'est une créature de Poutine qui lui échappe. Et c'est là que le régime... Comme Prigogine est une créature de Poutine. Oui, c'est ce que je dis. Dont on a l'impression qu'elle lui Wagner. échappe. Ouais, tout à fait. c'est ça. Bon, dernier point, on commence par l'image du jour. Est-ce que vous voulez voir le film du jour? Nos amis ukrainiens, encore une fois, font preuve d'inventivité et d'humour, disons-le clairement. En ce moment, il y a une grosse bataille pour avoir plus de batteries antiaériennes, et on le comprend, puisque la Russie redouble de bombardements sur les villes ukrainiennes. Visiblement, c'est la seule riposte qu'ils imaginent. Mais les Ukrainiens ont toujours aussi dans un coin de leur tête l'idée qu'il leur faut davantage de chars. Et notamment les chars américains Abrams. L'Australie possède des chars Abrams, des vieux chars qu'elle vient de mettre au rebut parce qu'elle en a acquis une nouvelle génération de chars. Et donc elle ne se sert plus d'une cinquantaine de chars Abrams que lui avaient donné les Américains. Eh bien, Zelensky réclame ces chars à l'Australie. Et voilà que les vidéastes ukrainiens se sont amusés à envoyer un film en forme de message au pouvoir à Canberra sur le thème, évidemment, de Mad Max. Vous êtes le pays de Mad Max, vous allez nous filer ces chars Abrams. Regardez, écoutez. Donnez une seconde vie à vos habits, donnez une seconde vie à vos électroménagers. Non, donnez une seconde vie à vos Abrams. Pardon pour la petite faute d'orthographe. Voilà, petit commentaire, savoir mettre les rayures de son côté, même lorsqu'on est en train de pleurer ses morts dans les immeubles bombardés de Kiev. Merci Isabelle, merci Gilles, merci Jean-Dominique et merci cher Dominique d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris, nous rejoignent Jean-Michel Apathy pour la politique, Abdou Chalmani pour l'international qui a vu le film, ça l'a fait beaucoup rire. Et